de chips. Je ne sais pas pour ceux qui sont à la maison en ce moment. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être en présentiel. Je ne sais pas pour vous, là, mais c'est le fun de voir du monde, de voir qu'on peut se rencontrer en bas de 20 personnes. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là donc ce soir pour cette autre édition de la série Perspective. Donc, merci à la piscine, donc, qui est un incubateur accélérateur dans les industries créatives et culturelles, de nous accueillir et de pouvoir faire la promotion de cet événement-là aussi. Bonjour, chers panélistes. Donc, j'aurai l'occasion de vous présenter tantôt. Aujourd'hui, l'objectif, c'est, et l'événement porte bien son nom, hein, Perspective, c'est se donner de la perspective, se donner de la hauteur sur un secteur d'activité qui a été visiblement et très éprouvé par la crise, donc par la COVID, et d'avoir justement une collision entre une perspective du commerce de détail. On a ici des experts et des gens du commerce de détail, mais aussi dans la salle et peut-être à la maison, des gens des industries créatives et culturelles. Donc d'avoir une discussion, une perspective, prendre la hauteur et ensemble pour avoir un autre point de vue sur ce que pourrait être le commerce de demain. Donc c'est vraiment un plaisir que j'assume l'animation ce soir de cet événement-là. Je vais me présenter. Mon nom, c'est Alexandre Schkur. Je suis directeur en commercialisation des innovations chez PME Montréal. PME Montréal est un organisme qui fait d'accompagnement, du financement d'entreprise. On a beaucoup œuvré auprès d'entrepreneurs du commerce de détail durant la crise, donc on connaît bien, mais c'est la parole pour moi. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'être le modérateur, donc, de vous mettre en lumière, chers panélistes, et de vous relancer avec les bonnes questions. Je disais, le secteur du commerce de détail a vécu évidemment la crise de plein de fronts. Ça a été pour le secteur révélateur de plusieurs choses, que ce soit peut-être révélateur, c'est venu confirmer un retard chez les commerçants en termes d'adoption, d'utilisation des technologies numériques. Donc, on a vu évidemment que la crise, beaucoup de commerces se réorientaient vers le commerce en ligne. Ça a été, pour certains qui étaient déjà en ligne avant la crise, ça a été une occasion de mettre un plus grand focus sur le e-com. Donc, il y avait déjà une communauté bâtie, déjà un public, donc ça a été pour certains une bouée de sauvetage, donc le commerce en ligne durant la crise. Pour d'autres, ça a été un apprentissage. On a un exemple ici, donc d'un apprentissage d'un nouveau métier. Et puis, c'était évidemment un virage au niveau du commerce électronique. Et puis, il y a eu évidemment la réouverture des commerces avec toutes ces contraintes. Des contraintes au niveau des files d'attente, au niveau des quotas d'entrée, au niveau des mesures de distanciation physique à respecter dans les commerces, le fait de ne plus pouvoir essayer le vêtement, donc les cabines d'essayage qui étaient fermées. Donc, les commerçants ont dû beaucoup se réinventer, et autant au niveau du commerce que aussi de la restauration. Donc, ça a été beaucoup d'apprentissage. Donc, l'objectif du panel ce soir, c'est, je le disais tantôt, d'ouvrir la perspective, d'ouvrir sur l'impact que les industries créatives et culturelles peuvent avoir au niveau du commerce et l'inverse aussi. Parce que, on va voir si c'est confirmé, mais le commerce au détail a beaucoup besoin, je pense, de créativité pour se différencier dans une économie où est-ce que tout le monde se bat. Le consommateur est bombardé d'informations, il faut pouvoir, comme commerçant, se différencier et sortir du lot. Donc, la table est mise, mon introduction. Maintenant, je vous présente les panélistes qui sont ici avec nous. Donc, on va y aller par ordre alphabétique. Donc, James Simpkins, vous êtes directeur général du groupe Joe Beef. Donc, peut-être nous parler de vous, nous parler de ça a été quoi comment vous avez vécu justement le 23 mars quand il y a eu la fermeture des commerces. Peut-être nous parler un peu de ce que vous avez mis en place chez Joe Beef. Absolument. Donc,
pour nous, c'était avant le 23 mars. Effectivement, c'était vers le 10 mars qu'on sentait qu'il y avait un changement qui allait nous frapper assez fort. Puis, il y avait un de nos employés qui est revenu de la France qui ne se sentait pas bien, puis on s'est dit, OK, là, on ferme tout. Donc, le 12 mars, on s'est dit, OK, c'est terminé. On ne va pas aller d'avant en essayant de faire tout le nettoyage, d'avoir un message comme notre restaurant est propre. Un restaurant doit être propre en tout le temps. C'est la base des choses. Si ce n'est pas propre, il ne devrait pas être ouvert. COVID, pas COVID. Donc, on dit, ça ne donne rien de dire le message que oui, on est propre, on fait le ménage chez nous, puis il y a beaucoup de commerçants dans notre domaine qui ont dit ce message que je trouvais un peu bizarre parce que ça devrait être pas. Tout simplement. Donc, on a pris la décision définitive de ne pas essayer de faire ça. On allait fermer, tout le monde était mis à pied, puis c'était vraiment, vraiment dommage. Puis, on a pris quelques semaines de réflexion. Puis on s'est dit comment est-ce qu'on peut aller peut-être chercher notre clientèle encore une fois. Tout le monde mange, tout le monde boit du vin. Pendant le COVID, le monde buvait encore plus de vin, moi inclus. On salue les gens à la maison. Ouais. Donc, on s'est dit, OK, puis j'ai eu la réflexion, OK, le monde, ils ne vont pas venir, ils ne vont pas sortir. Ils ne vont pas appeler. Comment est-ce qu'on peut aller chercher le monde? Donc, je me suis dit, on a une présence sur les réseaux sociaux quand même intéressante, avec plus de 100 000 abonnés sur tous nos comptes, juste Instagram. Donc, j'ai dit, OK, on va combiner ça peut-être avec un volet Shopify pour avoir des repas prêts à cuisiner à la maison, prêts à réchauffer à la maison. Parce que la cuisine que nous faisons, c'est pas comme le sushi ou la pizza. Comme j'expliquais tantôt, qui ont vu une croissance phénoménale pendant ce temps-là. Un de nos associés est propriétaire d'un restaurant de sushi qui n'avait jamais fait un volet pour emporter ou livraison. Puis ils ont commencé ça pendant le COVID, puis maintenant, ils ne vont jamais lâcher ça parce que c'est trop rentable, parce qu'ils font trop de ventes avec ça. Mais la cuisine française est moins portée comme le sushi. On ne prend pas, on ne le met pas dans le frigo, on ne le laisse pas là à 3 heures. Puis là, on revient, on mange nos sushis, puis c'est super bon. Une sauce à base de morille sur un poulet avec la peau croustillante, après 16 minutes, c'est plus bon. Donc, il faut trouver une façon de livrer ce produit, notre produit, à notre clientèle. On fait honneur à nos marques. Et c'était ça le plus difficile. Donc, ça a pris beaucoup de réflexion avec les chefs. Comment emballer les choses, comment écrire les textes pour que ça soit stimulant pour nos consommateurs qui vont aller voir sur notre site web Shopify, qu'on a tout construit, on a pris des belles photos, pour que ça soit vraiment de recréer l'expérience Joe et compagnie chez eux. Et je pense qu'on a réussi un petit peu là-dedans, mais c'est sûr que c'était très, très, très difficile de recréer l'expérience au complet, l'ambiance, les senteurs, la musique, l'ambiance, le serveur, la serveuse. Quand on va à quelque part pour avoir le total, on ne peut pas le recréer avec un écran et une boîte qui arrive à la maison. Comme le Grand Canyon, tu peux voir une photo sur ton écran, tu vas avoir le meilleur écran au monde, puis tu peux recevoir une boîte de sable ou de roche, mais tu ne peux pas dire que tu es allé au Grand Canyon. Tu peux avoir l'impression de « ouais, ok, j'ai vu, j'ai compris », mais c'est un peu ça pour nous autres. C'est pas les portions individuelles, on sait exactement c'est quoi, la bouteille de vin, le poulet, la sauce, les frites et la salade, avec les ustensiles, ici ça, un peu de musique. On peut essayer de tout recréer ça, mais ce ne serait jamais pareil que chez nous. Il y a un senteur dans les planchers de bois qui sont là depuis 100 ans, qu'on ne peut pas mettre dans une bouteille et vendre sur Shopify malheureusement. Malgré que Shopify ait une autre réponse, c'est quelque chose moi j'ai manqué quelque chose. Fonctionnalité de senteur de plancher. Ouais. Non, mais c'est niaiseux, peut-être ce que je dis, mais c'est des choses qu'on ne peut pas toucher, que même moi je ne sais pas après 12 ans d'avoir travaillé. James, ce que vous dites, c'est ça. Donc, vous avez, avec le groupe Joe Beef, vous avez plusieurs restaurants, vous avez aussi des marques que vous distribuez en épicerie. Oui. Mais vous avez
jour au 20, essayez de vous repositionner à travers une plateforme qui est Shopify. Donc, vous avez mis en place à travers vos communautés aussi. Oui. Donc, Instagram et compagnie, donc des différentes initiatives pour un peu mousser ce canal de vente-là. On a essayé, puis on a réussi. On a vu vraiment au début une super belle réponse, mais dès que les restaurants ont commencé à s'ouvrir, c'est sûr que le monde voulait se présenter. Ils voulaient être sur place, ils voulaient avoir l'expérience. Donc, c'est en ce moment-là, aujourd'hui, qu'on a eu plusieurs rendez-vous cet après-midi pour voir c'est quoi la prochaine étape. Nous avons des belles grandes terrasses qui vont durer pour, si on est vraiment chanceux, une prochaine 5 semaines. Mais après ça, octobre, novembre, décembre, deuxième vague, qui sait? Comment prévoir ça? Comment s'adapter pour pas perdre tout ce qu'on a fait pendant les derniers mois? Comment reprendre le Shopify? Comment avoir plus de, je vais dire en anglais, plus de community engagement avec ce qu'on fait, avec nos produits, avec la culture, parce que c'est pas juste, comme j'ai dit, c'est pas juste le plat de spaghetti au mort. C'est quand mes associés, Dave et Fred, qui sont là, ils viennent à la table, ils comptent des menteries, puis des histoires qui ne sont jamais passées, mais qui sont quand même intéressantes. Et comment... Bon, faut dire que la restauration, c'est quand même un secteur spécifique. Puis, de joindre l'expérience en restaurant, à domicile, donc il y a tout un gap. On va avoir l'occasion d'en parler plus tard aussi, de tout ce qui est question d'expérience client, parce que c'est un mot-clé qui va, je pense, revenir aussi chez vous, Fadja. Donc, vous êtes scientifique de données chez Shopify. Parlez-nous un peu, Shopify a mis plusieurs solutions durant la crise, on a vu beaucoup de choses. Ben, peut-être comment tout ça, on sait que vous faites du télétravail maintenant, c'est jusqu'en 2025, je pense. En fait, les lieux de travail vont être, les bureaux, on a un bureau à Montréal, ils vont être repensés pour être des lieux de rencontre plutôt que des lieux de travail. Donc, oui. Je peux parler brièvement de mon expérience du COVID. Moi, je l'ai vécu à 3 niveaux. D'un point de vue vraiment macro avec Shopify, d'un point de vue data, on voyait les choses se passer. Aussi d'un point de vue vraiment micro, parce que moi je suis propriétaire d'un bâtiment commercial, fait que j'avais des locataires dans le monde du retail, fait que j'ai vécu cette perception-là. Puis aussi, j'accompagne une start-up, une jeune entreprise, disons, dans le milieu de l'art, qui développe des technologies pour la diffusion et l'acquisition de l'art. C'est une galerie numérique qui ont des fonctionnalités, des technologies vraiment spécifiques pour le milieu de la diffusion de l'art. Fait qu'on a pu vraiment voir, j'ai pu vraiment voir sous ces 3 aspects-là l'impact du COVID, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, qu'au niveau macro. Si je parle d'abord de Shopify, je pense que l'une des réponses qui a été la plus smart, je dirais, de notre CEO, ça a été de demander à la communauté. Je pense le lendemain ou le surlendemain que l'annonce de la quarantaine a été faite, ça a été de sonder les commerçants sur Twitter. C'est quoi, qu'est-ce que vous avez besoin, quels sont les features dont vous avez besoin immédiatement pour pouvoir vous aider à passer au travers de la crise. Il y a une série de choses qui sont ressorties en top de liste, là. Donc l'accès aux cartes cadeaux, les discounts, parce que ça, il y a certaines choses qui étaient attribuées à certains plans, pas d'autres. Aussi, le nom des réponses qui ont été émises par Shopify, c'est de permettre. Actuellement, on a un 14 jours de trial, de période d'essai. Merci. De période d'essai. Là, ils l'ont rallongé à 90 jours pour laisser l'occasion aux gens de pouvoir faire cette transformation numérique-là sans nécessairement devoir assumer des coûts d'abonnement. Quoi d'autre? Ah oui, ils ont libéré, en fait, au travers de Shopify Capitals. Ça, c'était une division qui existait déjà à Shopify, qui prête de l'argent aux entrepreneurs pour les aider à grandir. Ils ont augmenté le montant puis les critères d'éligibilité pour permettre à plus d'entrepreneurs de faire leur virage numérique.
Donc ça, à ce niveau-là, ça a été vraiment, ça a été une réponse rapide. Il y a eu aussi l'app Shop qui a été un élément important. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'app, c'est une app qui est buyer-facing, donc qui ne s'adresse pas aux marchands, mais bien aux consommateurs, où on peut tracker puis découvrir différents commerces. Donc ça a eu un impact aussi important. Puis c'est ça. Donc Shopify, lors de la pandémie, on a rapidement pivoté pour pouvoir donner tous les outils nécessaires pour les entrepreneurs pendant cette période de crise. Est-ce que vous avez disponible pour justement permettre aux commerçants de s'en sortir le plus possible? Donc, vous avez mis en place plusieurs applications, et puis, vous, dans votre rôle scientifique de données, ça a été quoi justement la crise? Comment vous avez amené des solutions? Mais en fait, nous, comment le rôle de scientifique de données chez Shopify, c'est on fait beaucoup de la recherche et développement ou du développement de produits, de données. Donc, évidemment, la recherche et développement, c'était dans le tapis pour vraiment s'assurer que toutes les fonctionnalités qu'on allait livrer aux commerçants allaient avoir l'impact escompté, allaient être cadrées de la façon dont les commerçants allaient en avoir de besoin. Donc, pour nous, c'était vitesse grand V, recherche et développement. Il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà dans le pipeline, donc c'est simplement l'accélération de ces aspects-là. Okay. Puis aussi, pouvoir prioriser qu'est-ce qu'on peut livrer le plus rapidement possible pour être lean dans notre approche le plus possible. Donc, ça a été l'impact majeur, je dirais. Parfait, merci. Carl Boutet, vous êtes stratège en commerce de détail, fondateur du studio ARX, aussi directeur général du Centre québécois d'innovation en commerce, conférencier aussi, qui a fait pendant la COVID une tournée mondiale, mais à distance. Vous êtes allé en Chine, en Inde, vous avez vu beaucoup. Peut-être parler un peu de vos perceptions par rapport à ce qui s'est passé, tout ça. Et les outils que aussi le CQC, donc le Centre québécois d'innovation en commerce, a aussi mis en place. Oui, donc, tout le monde a dit waouh, j'ai hâte d'aller à la conférence à Londres tantôt. Puis, moi, je suis chanceux, je suis dans mon sous-sol, je suis pas à Londres. Ma conférence est à Londres, moi, je suis dans mon sous-sol chez nous. Mais j'étais en fait j'étais en Chine au mois de janvier. Donc, j'étais quand même en Asie, juste sans le savoir, devant la vague qui s'en venait. Je suis sorti de Shanghai le 16 janvier. J'avais aucune idée que tout ça s'en venait. Mais ça m'a permis d'avoir une perspective un peu en avance sur ce qui s'en venait aussi. Donc, je suis resté très proche de la communauté des commerçants, dont aussi le président de la Chambre de commerce canadienne à Shanghai, qui est un Montréalais, en fait, c'est un Québécois, puis qui nous disait un peu comment les choses se passeraient les prochaines semaines, les technologies qui ont été mises en œuvre rapidement, tout ça. Donc, ça m'a permis de garder une certaine avance sur comment les choses se déroulaient. C'est sûr qu'ils se sont placés pour le plus rapidement que nous autres aussi, avec des écosystèmes bien différents. Mais pour revenir au travail qu'on fait avec le Centre québécois d'innovation en commerce, ce qu'on veut vraiment faire, le mot-clé pour moi, vraiment, c'est résilience. J'essaie de mettre des outils en place pour bâtir la résilience de nos commerçants. Puis pour moi, comme on dit commerce de détail, c'est tout ce qui est commerce qui fait faire qu'un client qui est du B2C, comme on dit en anglais, les instituts-consumer. Moi, c'est ça pour moi du commerce de détail. Aujourd'hui, tout le monde est dans le même bateau. Tu as un restaurant, tu as une galerie d'art, tu as un magasin qui vend des souliers. C'est pas mal la même réalité. Puis, donc là, ce qu'on est en train de monter avec, on a un projet pilote à la ville de Laval, grâce au développement économique. Ils ont mis en place pour commencer un programme de loyauté pour encourager l'achat local. Ça a été baptisé API pour acheter au plus ici, mais ça a débuté avec l'idée de mettre une monnaie virtuelle en place pour encourager l'achat local. Puis là, on est en train de bâtir une boîte d'outils autour de ça, dont des outils parce qu'on sait que l'hiver, tout ça qui s'en vient pour rendre facilement accessible des outils de prise de rendez-vous, par exemple. Donc, on va essayer d'éviter. Moi, ça me tue quand je vois en 2020 les lignes des files d'attente avec toutes les technologies qu'on a sur nous. C'est impensable l'idée d'avoir une file d'attente. Pour moi, je trouve ça
jusqu'à la logistique, on travaille avec une compagnie qui fait des casiers intelligents, on travaille avec des expériences en Asie qui a été très forte, puis qu'on ne comprend pas encore la lacune qu'on a ici, mais qu'on va essayer de dérisquer. C'est tout ce qui est le vidéo shopping, le live shopping, les outils qui vont permettre aux commerçants de virtualiser la connexion, l'engagement communauté que James parlait. C'est un outil. En Asie, en Chine surtout, on n'a parlé que de ça pendant 2 mois, comment cette technologie-là a sauvé les meubles pour tellement de commerçants. Puis ici, ça nous intimide, ça n'a aucun bon sens. Donc pourquoi que c'est ça? On va mettre ces outils-là dans la boîte, on va créer des espaces pour faciliter l'accès à ces technologies-là aussi. Parce que le Centre québécois, vraiment, notre mission, c'est de faire rayonner les solutions québécoises. Donc, on les amène à l'avant-plan, puis on a des escouades d'étudiants qui vont se promener, qui ont déjà commencé à Laval, à se promener, aller à la rencontre des commerçants de proximité pour leur dire, regardez, ces outils-là sont simples, sont pas dispendieux. Un outil de prise de rendez-vous, ça va coûter peut-être 20-25 $ par mois, puis ça va vous rendre tellement peu efficace. Les outils de live shopping, pour l'instant, ils ont un modèle d'affaires qui a un essai gratuit, un peu comme Shopify a fait. Donc, toutes ces solutions-là veulent supporter les commerçants, veulent être là pour, je reviens aux résilients, les rendre plus résilients parce que là, on passe à travers une crise, il va y avoir d'autres crises, il va y avoir d'autres crises qui vont être numériques aussi, il y a tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour solidifier nos commerçants puis les aider dans leur fameux virage numérique que pour moi, c'est beaucoup plus un virage culturel que de la technologie. Je pense que c'est beaucoup plus un état d'esprit. Donc, c'est ce virage-là qu'on veut amener, mais c'est sûr que c'est les technologies qui vont venir supporter ces changements de comportement-là. C'est intéressant, un changement culturel. Donc, je le disais dans l'introduction qu'on a constaté avec la crise qu'il y avait un retard. Carl, vous parlez aussi de l'accélération, la grande accélération, c'est votre terme. Vous avez aussi lancé un guide pour outiller ou mettre en valeur les technologies québécoises. Pourquoi il y a ce retard-là culturel, justement? Pourquoi ici au Québec ou à Montréal, on est en retard? Je ne sais pas si vous. Déjà, là, c'est une crise qui vous a amené à lancer une boutique en ligne. Pourquoi l'avoir fait avant? On comprend, là, mais c'est peut-être une explication sur ce retard-là. Écoute, quand j'ai entendu ce mot de grande accélération, comment Carl a expliqué lors de notre appel l'autre jour, je voyais très clairement de quoi il parlait parce que pour moi, mes associés qui sont en affaires de à peu près 20 ans maintenant, au début, avant qu'on avait des technologies des MEV qui étaient dans les restaurants, ils ont toutes des bombes, des faites à la main, c'était tout avec une calculatrice, des taxes. On n'avait pas de système POS, on n'avait pas de système de réservation, c'était dans un livre avec un téléphone, puis un crayon. Puis moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour les convaincre, pour dire, regarde, on va travailler sur une affaire, ça s'appelle un drive, un cloud, pour qu'on peut partager les données, même à ce jour. Maintenant, il faut que je vais doucement, OK, pour que le comptable voit la même chose qu'il voit au restaurant, parce qu'ils ne sont pas dans le même immeuble. Mais quand on leur explique, quand on leur fait pas peur, quand on leur montre, on tient la main un petit peu, puis on dit regarde comment c'est plus facile, regarde combien d'heures on peut sauver, pas dans une semaine, mais dans une journée en utilisant cette technologie-là, ils commencent à comprendre. Et quand j'avais dit le mot Shopify, un de mes associés a dit non, tu prends le téléphone et le crayon, puis ça a toujours été comme ça, puis ça serait jamais, il n'y aura jamais d'autres moyens pour faire ce qu'on fait. Je pense qu'il y a d'autres moyens, il faut les explorer. Et le monde qui sont établis en affaires, qui ont déjà vécu des succès en affaires, ne sont pas portés pour aller changer ce qu'ils font, même si c'est pour le meilleur, même s'ils savent un petit peu qu'ils peuvent améliorer leurs opérations. Ça prend vraiment quelqu'un pour aller les pousser dans le cul, pour qu'ils fassent ça, pour que le monde qui regarde, on peut être plus efficace dans nos démarches. Je pense qu'il va changer grande accélération à grande poussée dans le cul. Ouais. Je pense que c'est ça qui vient d'arriver dans les 5 derniers mois. Quand la porte ferme, puis le gouvernement dit que tu ne peux pas ouvrir la porte, c'est pas mal une grosse poussée dans le cul que tu viens de recevoir. Là. Si tu veux que les factures continuent à rentrer, et même si tu commandes moins de produits, tu as tous tes autres coûts fixes qui sont là, puis il faut que tu couvres. Donc, cette résistance au changement-là,
À part, ça c'était vraiment une résistance aussi qui était là avant, effectivement, la contrainte était assez solide. Là. Donc, le grand pied dans le pied, c'est ça? Donc, la grande accélération. Est-ce que vous partagez le même diagnostic, le retard chez les entrepreneurs ici, au niveau des technologies? Oui, on a vu, deux phénomènes. Là. On a vu cette pléthore de gens qui se sont mis online, tout simplement en fait des nouveaux clients là, qui ont migré online parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais aussi des gens retail qui ont transféré online, donc qui avaient déjà cette adoption de technologie dans un univers physique, là, mais qui pas nécessairement dans l'univers plus numérique si on veut, puis qui ont dû faire cette transition-là. Donc, d'un point de vue donné, c'est jamais vu. Avez-vous des chiffres? Justement, la croissance de Shopify durant la crise, ça a été quoi au niveau, peut-être en nombre? Là, je ne sais pas si vous avez des données pour le Québec. J'ai des données spécifiques que je peux. Que vous pouvez révéler aussi. En fait, la croissance en ligne elle a été importante dans les earnings calls, dans les publications officielles, les chiffres sont dévoilés. Je ne voudrais pas mélanger les chiffres. C'est correct, on va aller voir les publications. Peut-être répondre un peu à ça sans donner des chiffres pour le Québec, là, parce qu'on n'a pas vraiment, on n'a pas du CFIO, donc on est moins au courant directement de ce qui se passe ici, mais je pense qu'on peut quand même faire des corrélations, mais la grande accélération, en tout cas le terme de la grande accélération est vraiment arrivé, parce qu'on avait une croissance de 15% depuis les 10 prochaines années, des ventes en ligne montaient 15% chaque année, c'était vraiment très constant. On pouvait voir jusqu'à quel moment, environ 2032, qu'on allait être à 50%. Ce qui vient d'arriver, ce qui est arrivé en 3 mois, c'est qu'on est passé, là on était juste avant la pandémie, environ 15% de nos achats étaient en ligne, on a sauté à 30%. Donc, ce qui nous a pris, si on pense que le commerce électronique a commencé, on va dire 2005, là, grosso modo, qu'on a commencé à avoir des plateformes là, qui étaient quand même sur Amazon, tout ça, tu as là. Oui, GA.net, il fait Farid puis Alain était là-dessus, mais disons que 2005, c'est où que pas mal tout le monde avait un accès là, quand même, puis qu'on a pu mesurer plus spécifiquement. Donc, en 15 ans, ça nous a pris 15 ans, ça en a 15%. Puis là, on vient de faire, en 3 mois, on vient de quasiment sauter l'autre 15%. Là, on redescend, là, c'est normal parce que les boutiques, on commence à ouvrir, les passions, on commence à ouvrir. Donc là, on redescend, mais peut-être à 22-23%, on n'est pas redescendu au 15% parce qu'il y a des tendances là-dedans, il y a des comportements de consommation qui ne retourneront pas. Tu sais, ma boîte de lessive qui arrive à ma porte, magiquement, chez nous, j'ai jamais vraiment trippé à l'épicerie, sortir ma boîte de tête, puis quand maintenant, parce que finalement, la grande beauté dans le cul m'a dit, je vais prendre l'application, je vais programmer pour que ces affaires-là que je trouve plates anyway à acheter vont se rendre dans ma porte. Je me vois mal retourner à la vie, au vieux comportement. Mais des affaires comme aller acheter ma viande, des choses que je veux, des fruits, légumes, oui, ça, j'ai encore un plaisir à aller peut-être le faire. Mais, donc, il y a des comportements qui m'ont revenus, il y en a qui vont continuer à progresser. Puis ça, c'est la grande question à un moment, c'est bon. Cette accélération-là, va-tu quand même se maintenir? Est-ce qu'on va passer de 15% par année à 25-30% par année? Ou est-ce qu'on va redescendre? Ça va dépendre, il y a encore trop de facteurs à calculer pour le savoir. Mais le Québec a quand même eu un rattrapage massif pendant ce temps-là. Par rapport peut-être au reste du Canada, aux États-Unis, est-ce qu'on voyait les données, effectivement, je pense que c'est eMarketer qui avait lancé justement, qui présentait le Canada comme un des top 10 pays au monde avec la plus forte croissance des achats en ligne comparativement à l'année dernière. Parlant justement du consommateur, donc il y a peut-être une anxiété aussi chez lui d'aller retourner en magasin, retourner au resto. Est-ce que tout le monde a un oncle ou une tante qui s'est mis à acheter en ligne aussi pendant la crise, qui se demandait adresse ligne 1, adresse ligne 2, tu sais, quand on termine une transaction, ça veut dire quoi adresse ligne 2, tu sais? Ouais, un autre qui m'a appelé. Mais bon, ça a été, ça a démocratisé l'accès à l'achat en ligne. Les gens ont fait une première transaction, ils vont poursuivre. Oui, définitivement. Tu sais, le grand il s'est fait du côté des commerçants, mais il s'est fait aussi du côté des acheteurs. Il y a beaucoup de peur, en tout cas, au niveau de certains groupes d'acheteurs, la peur d'être fraudé, la peur d'être
de ne pas faire la bonne affaire, puis toute cette part-là, puis de ne pas avoir quelqu'un en face de eux qui peut qui peut les guider là, dans leur transaction. Mais je pense que là, on peut, une fois que cette part-là elle a été dépassée, puis qu'on s'habitue, c'est plus facile par la suite. L'exemple d'avoir sa lessive au bout de la porte, puis même Walmart, ça fait 10 ans qu'ils font ça, que tu peux automatiser, avoir ta lessive puis ton Scott Towels à tous les mois, puis tu n'as plus à penser à refaire cette transaction-là parce qu'il y a l'effort d'aller le chercher, ça c'est une chose, puis il y a l'effort de penser « Ah ouais, je suis dû, puis tout le modèle d'abonnement, puis d'avoir de façon récurrente des transactions, ça c'est en fait c'est un modèle qu'on voit de plus en plus, puis qui a beaucoup été utilisé aussi pendant la pandémie, d'optimiser la lifetime value d'un client avec ce genre de stratégie-là. Donc ça, je pense qu'il y a une accélération au niveau des comportements, mais aussi au niveau des stratégies qui sont de plus en plus utilisées, notamment au niveau des abonnements. Peut-être je renchéris aussi sur l'idée que c'est la grande accélération. Oui, ça vient du consommateur qui veut plus de facilité, puis qui a été confiné, puis qui a été un peu forcé, ça vient forcer à changer ses comportements, mais c'est aussi les géants internationaux, ceux qui sont les mieux capitalisés dans le moment, qui doublent leur pari dans le moment, dont évidemment les Shopify, mais les Facebook, les Amazon, tout le monde est en train de dire, regarde, là, on voit là, on vient de voir le saut, on veut faire partie de l'équation de la virtualisation de l'achat dans bien des cas. Donc, ils vont faire des investissements massifs, puis je ne parle pas juste au Canada, à travers le monde. Si vous suivez un peu le marché indien, il y a une paroisse qui s'appelle Jio. Juste dans le dernier mois, il y a 10 milliards qui ont été investis entre Facebook, Google et Qualcomm. Et juste ces trois-là ont mis 10 milliards là-dedans parce qu'ils voient le marché indien qui est en train de faire la même grande accélération pour les mêmes raisons que nous autres, puis qu'il y avait encore plus de retard que nous. Donc, c'est ces géants internationaux-là l'accès des capitaux qu'on n'a jamais vu, qui disent, regarde, nous autres, on va peser sur le gaz, on va mettre du premium dans la tête. Et qu'ils le font des fois à perte aussi. Donc, absolument, il y a une concurrence. Les horizons sont bien différents. Les horizons, le lifetime value, il est vu d'une tout autre prétexte que surtout accès à des capitaux qui peuvent faire des investissements de 5 milliards pour aller chercher des parts de marché parce qu'ils disent, regarde, Instagram, nous autres, le shopping, nous autres, on voit qu'on veut faire partie de cette équation-là, puis on va investir massivement pour rendre notre expérience incroyable pour devenir la plateforme. Tout le monde veut être la plateforme, comme Shopify. Donc, les investissements sont très élevés. Et les investisseurs. Et ça amène beaucoup de concurrence pour nos commerçants ici, notre tissu de commerce, c'est des mom and pop beaucoup, c'est des petits. Il y a une citation de votre président qui est sortie il y a quelques semaines pour les amateurs de Star Wars dans la salle, qui disait Amazon bâtit un empire. Nous, on est en train d'armer la résistance, donc d'armer les petits commerçants à se développer et tout ça. Comment on fait quand on est petit, moyen, pour sortir du lot, sortir justement du bruit qu'il y a, du bruit ambiant qu'il y a? James, peut-être, je vais mentionner Instagram parce que c'est pas juste bâtir un site web, c'est pas juste, on veut livrer une expérience, on veut avoir un produit, parler au-delà du produit, donc comment qu'on fait? Vous avez déjà une notoriété, vous bâtissiez là-dessus, là, mais justement, j'ai dit cultural engagement tantôt, parce que Carl il parlait de ça l'autre jour, puis c'est vraiment ça, c'est d'aller plus loin que le produit. Le produit, c'est ce qu'on vend le service avec, mais c'est entourer ça d'une culture de tout ça. Puis notre présence sur les réseaux sociaux, c'est pas un focus seulement sur voici le spécial de ce soir, voici le spécial, on vend cette bouteille de vin, appelez-nous pour les réservations. C'est plutôt, c'est des choses qu'on aime. C'est pas géré par une spécialiste
des réseaux sociaux. C'est géré par mon associé, puis des fois moi, puis des fois, tu sais, les autres employés qui ont fait quelque chose qui est le fun le week-end, qui ont posté ça, que ce soit à la ferme, qui ont allé visiter pour voir les agneaux qu'on sort au restaurant. Et c'est pas nécessairement le bluff, c'est pas les agneaux dans le champ, puis l'agneau dans l'assiette, dans la même Instagram stories. C'est un peu bizarre. I'm not a content creator, but tu sais, je comprends cette affaire. Mais tu sais, c'est de savoir, c'est le titre de notre premier livre, The Art of Living According to Joby, c'est exactement ça. C'est l'art de vivre et c'est notre modalité de vie. C'est ce qu'on aime, mais ça va plus loin que juste le restaurant et les produits que nous avons. Je pense que pour nous, c'est ça qui nous démarque un petit peu plus là-dedans. Tandis que, on ne va pas nommer les noms, mais il y a bien des autres commerces qui c'est comme voici le sandwich. Puis demain, c'est voici le sandwich. Puis voici la soupe, c'est mercredi. Puis OK, ben, à un moment donné, j'ai assez vu de sandwich. L'engagement, ça cesse. It gets severed. Ça fait. Mais quand tu as quelque chose que tu. Qu'est-ce que lui a fait aujourd'hui? Je veux savoir. Lui a toujours des bonnes idées. Lui, il fait toujours des choses qui sont intéressantes. Lui, toujours dehors. Lui, toujours à une place où je veux être. C'est de créer ça et d'avoir. C'est naturel pour mes associés avec ça. C'est une grande force. L'authenticité, donc c'est ça, mais transmettre l'authenticité de moi j'ai un problème avec le mot authenticité, parce que le monde qui veut aller chercher l'authenticité ne sont pas authentiques généralement. Puis ils cherchent pour l'acheter, pour vivre une expérience authentique, mais ils ne savent même pas c'est quoi l'authenticité en tant que telle. Et ça, c'est difficile, c'est pas tangible nécessairement. Puis quand on parle de vendre ça, vendre l'authenticité, vendre de l'authentique, qu'est-ce que c'est? Comment qu'on peut définir ça? L'authenticité pour moi, c'est ce que je fais, c'est qui je suis, c'est qui sont les personnes avec qui je travaille. Puis on ne peut pas forcer ce mode culturel sur des entrepreneurs et non également sur les clients. Et je pense que c'est là où les entrepreneurs ils trouvent vraiment la difficulté d'avancer dans leurs affaires pour dire comment est-ce que je peux être plus genuine, comment est-ce que je peux être plus authentique et de dégager plus un air d'être authentique sans être authentique et aller chercher quelque chose pour leur aider à être plus authentique. L'authenticité, on comprend que c'est difficile à atteindre. Je sais qu'il y a des experts, des stratèges en marketing qui sont en mesure pour certains de faire. Mais tu sais, au-delà, justement, la question, c'est aussi, donc, on a un site transactionnel, on veut une chose, mais on veut créer une expérience autour de notre marque, autour de notre produit. C'est là qu'il y a des croisements potentiels aussi avec les industries créatives et culturelles. Dire, regarde, on ne veut pas juste vendre un T-shirt, on veut vendre une expérience autour du T-shirt. Qu'est-ce que vous voyez là? Je pense que les lieux physiques sont très bons justement pour faire vivre des expériences au travers des différents sens, le bois l'odeur du plancher, l'ambiance, la musique, tout ça. Ce que les technologies numériques sont super bons à faire, c'est builder des communautés, puis connecter les gens ensemble, puis créer justement cette communauté-là. Quand tu es capable de justement faire du storytelling, je pense que tu disais plutôt que tes associés racontaient des histoires déjà, fait que ça c'était quelque chose que vous maîtrisiez déjà très bien. En ligne, c'est super important d'établir ce storytelling-là, puis pour que les gens puissent s'identifier, puissent participer, puis créer cet engagement-là. Il y a des shops, en fait, il y a des entreprises, des commerçants qui ont réussi à vraiment créer des communautés en ligne et les transférer dans des lieux physiques, donc faire des moments de rassemblement. Vous êtes nos clients VIP, vous achetez beaucoup, vous achetez surtout un certain type de produit, on va faire un démo privé, puis ça va être juste pour vous. Fait que là, tu as vraiment cet effet de communauté, mais de communauté privilégiée. D'avoir une approche un peu speakeasy du commerce, c'est une stratégie qui fonctionne très bien. Puis ça fait partie du community engagement que tu vas faire. Par contre, c'est sûr que ce genre de stratégie-là se fait moins at scale que ce que tu peux faire sur le numérique. Faire une publicité sur Facebook, tu peux aller chercher
des milliers de personnes qui vont voir ta publicité, mais est-ce que le taux d'engagement va être aussi efficace que si tu envoies un courriel privilégié à tes meilleurs clients pour faire un événement sur ton lieu physique VIP? Mais ça, c'est sûr que ça va avoir un impact beaucoup plus fort dans ce genre de vous avez mentionné quelque chose d'intéressant, c'est le gap entre l'expérience dans un magasin, tu sais, quand on a, peut-être 1, 2, 3 magasins, versus le online, où est-ce que c'est 24/7, coast to coast. Donc, on doit s'adresser à une communauté beaucoup plus large, on doit faire le pont entre les deux. De monter le step là, du local versus le global. Je ne sais pas, Carl, au niveau... je ne vois pas ça de même, parce que je pense que si tu essaies de jouer les deux cartes, tu seras ni un ni l'autre. Je pense qu'il faut que... Si tu es local, puis si la personne... Je pense à une pizzeria, pas loin juste à Rive-Sud, une pizzeria qui fait longtemps qu'il y a des gens à Victoria, au BC, qui commandent sa sauce parce qu'il tripe sur sa sauce, puis que pour ce client-là, il met un cooler de la glace, puis il chip ça à Victoria. Il n'a pas changé sa recette de sauce parce que c'est une clientèle de Vancouver. Les gens ont trippé sur sa sauce qu'ils ont connue ici. Puis les clients de Joe Beef, c'est sûr que c'est la même chose aussi, c'est qu'ils veulent revivre quelque chose qu'ils ont vécu ici, ils ont eu un attachement émotif à une expérience qui est dans un moment. Puis je pense que c'est ça le danger souvent, c'est qu'on dilue trop. Puis c'est eux autres qui payent dans le moment. Tu t'en venais, là, ça me faisait penser, on a eu une étude qui est sortie la semaine dernière du Canadian Urban Institute qui montrait justement une montée fulgurante de l'achat local. Il y a on est de plus en plus sensible à ça sur les bons côtés de cette crise-là. C'est que si je t'exemple avec les Bleus, on le voit, il y a un engouement pour l'achat local qu'on veut garder et qu'on veut bâtir dessus, clairement. Puis à l'autre extrême, tu as Amazon qui a explosé. Donc, tu as comme les deux extrêmes. Ceux qui sont comme entre les deux, qui ne sont pas nécessairement locaux, qui ne sont pas Amazon, c'est eux autres qui avancent directement. Puis si tu pensais à toutes les grandes chaînes, dans le moment, qui sont dans le trou, qui ont perdu un peu cette saveur-là, qu'ils ont rendu spécial probablement au début, puis qui ont essayé de devenir toute chose à toute personne, mais tu n'es plus rien pour personne. Donc, c'est de trouver vraiment d'aller t'attacher, puis c'est là que le milieu créatif, culturel fait toute la différence. Puis souvent, les marques qui ressortent dans le moment, ils ont une appartenance forte, ils ont un message clair à travers tout ça, ou sont carrément du côté de la logistique, de l'efficacité, puis on ne sait pas c'est qui, mais ça marche. Là. Ça, c'est un autre extrême. Si quelqu'un veut jouer dans cette game-là, les ressources que ça va prendre sont incroyables, mais quelqu'un qui veut s'inspirer de Joe Beef pour créer un magasin de linge qui résonne le lifestyle according to, c'est carrément ça. C'est ça, je pense, qui marche. Le danger, ce qu'on ne parle pas, surtout dans ces conférences-là, on est très bon pour parler des solutions, des outils, du wow, de la connexion humaine, tout ça. Il y a un enjeu de profitabilité. Après tout ça aussi, il faut discuter et avoir des modèles d'affaires qui se tiennent. Donc ça c'est une autre conversation, parce que les gens qui disent bon, on va aller juste en ligne puis tout ça va se régler, ça, en fait, ils font quasiment le contraire, c'est le modèle d'affaires le moins profitable. Le moment, c'est le modèle purement en ligne. Il va falloir qu'on retrouve cet équilibre-là, parce que là, toutes les annonces, je ferme tous mes magasins, je m'en vais à un ou pas. Moi, la question de cette réflexion-là. Si on prend un exemple, justement, qu'on a eu durant la crise, Frank Oak, qui était un fleuron aussi d'une vision de juste vendre en ligne, qui avait ouvert des magasins. Je ne sais pas si c'est encore un buzz, ou l'idée c'était il avait ouvert un magasin avec un barbershop, avec un barista. Bon, est-ce que c'est ça aussi une expérience qui est différente en magasin, où vraiment c'est du passé? Évidemment, il y a la crise, il y a les contraintes, mais c'est quoi justement les prochains modèles d'affaires physiques qui vont intégrer une dimension des industries créatives et culturelles? L'événementiel en magasin, vous en avez mentionné, vous, par essence, c'est ça, aller au restaurant. Mais je pense que tu as souligné un point intéressant, c'est-à-dire la diversification de l'offre de produits. Tu sors de ton core business pour offrir d'autres choses, juste pour justement diversifier et enrichir l'expérience. On peut prendre un exemple, il y a un café c'est un café zéro déchet, qui avait une clientèle vraiment spécifique, qui allait là par
conviction, par amour du café en lui-même. Lorsqu'il y a eu la crise, ils ont été vraiment durement touchés. Ils se sont mis à vendre des plantes parce que le monde qui achète du zéro déchet, il tripe aussi ses plantes. Fait que c'était pas tant qu'ils étaient attachés au produit en lui-même, mais qui ont vraiment compris qu'ils avaient une clientèle type, puis ils allaient offrir au maximum l'expérience dont cette clientèle type va vouloir. Donc, c'est sûr qu'il y a différentes stratégies qu'on peut utiliser, là, soit l'enjeu de la profitabilité, c'est ça. C'est à quel point tu es capable, avec un seul client, aller chercher plusieurs ventes versus élargir ton nombre de clients. Puis je pense que pendant la pandémie, ça a été vraiment un enjeu de comment tu peux, avec un seul client, aller chercher une série de transactions ou une série de produits là, que tu peux... De fidéliser. Oui, exactement. Fidéliser un client en ligne versus en magasin, c'est bien différent. Ce qu'on fait, c'est qu'on a créé un écosystème, on a tellement enlevé la friction dans tout que la facilité de passer en mode virtuel d'une solution à l'autre est tellement simple à cette heure que cette fidélisation-là, il faut qu'elle aille au-delà du système, il faut qu'elle soit à l'essence même du rapprochement avec les clients, le pourquoi de tout ce qu'on fait doit être au-delà de « Ah, ben nous autres, on est bons parce qu'on a une belle technologie. » C'est la technologie, oui, ça c'est ground zero, on commence avec ça, puis on bâtit après ça sur le pourquoi que je peux aller chez Joby, pourquoi ce serait là versus celle ailleurs, ça va au-delà du fait qu'il est sur Shopify. Merci. J'espère. Le temps file, on fait des signes, il me reste 5 minutes. On pourrait peut-être prendre une ou deux questions, si vous en avez dans la salle, ou commentaires sur ce qui a été dit. Je vais répéter la question parce que vous êtes loin du micro. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer ou qui aurait une question. Oui? On a beaucoup parlé des expériences en ligne, mais l'avenir c'est aussi le changement des expériences en magasin. Et qu'est-ce que le numérique va pouvoir apporter? Qu'est-ce que le numérique va pouvoir apporter à l'expérience en magasin? Donc, c'est le tout numérique, mais là, versus le magasin aujourd'hui. Vous avez mentionné tantôt, Carl, certaines technologies disponibles pour faire de la réservation, tout ça. Peut-être élaborer sur des exemples ou sur... Mais ma théorie de la grande accélération, c'est aussi qu'on s'en va vers un 50-50, ou que ça va être 50% en ligne, 50% en magasin. Et puis à ce moment-là, on va arrêter d'en parler de cette différence-là. J'ai vraiment hâte qu'on arrive à là. Je pensais que cette année là, de 20%, 30%. Puis où que les deux mondes vraiment convergent, je pense que c'est là que la magie va vraiment arriver. Ou que je vais être dans l'espace physique, puis les expériences numériques vont amplifier l'appartenance à la marque dans cet espace-là, et vice-versa, où que je vais être peut-être chez nous dans l'environnement numérique, où il va y avoir des choses physiques qui vont embarquer par-dessus ça, que ce soit augmenté, virtuel, haptique. Il y a tellement de technologies qui s'en viennent qu'on essaie de converger ces deux mondes-là pour qu'ils soient un et le même. Mais dans le moment, c'est sûr que si on regarde probablement des meilleurs exemples, normalement, c'est nos magasins, les centres d'innovation de Nike. Si tu veux voir le numérique poussé au maximum, optimisé à son plein potentiel au niveau de consommation, regarde Shanghai, il y a le New York, Shanghai et le Paris qui est ouvert au Champs-Élysées il y a 3 semaines. C'est des amplifications numériques complètement capotées ou que c'est grâce à l'application dans ton téléphone que tu débordes toutes sortes d'expériences dans le magasin. Ça c'est un extrême. L'autre extrême, pour ceux qui sont un peu plus au niveau art, que vous allez entendre parler de plus en plus, c'est un concept qui était supposé d'ouvrir au printemps, qui va ouvrir probablement à l'hiver. À l'extérieur de Las Vegas, ça s'appelle Area 15. C'est Young Wolf, qui est un collectif d'artistes qui ouvre une prochaine itération d'un centre commercial basé sur des expériences artistiques. C'est complètement capoté. Puis le co-créateur, c'est le co-créateur de Blue Van Group, qui est là derrière de ça. Ça, c'est des affaires très uniques. Nike Store, les Area 15, tu ne trouveras pas ça à tous les coins de rue, mais ça va inspirer beaucoup de ce qui s'en vient. Je pense au niveau numérique, dans notre futur, à plus petite échelle, où on va prendre des petits éléments de ça pour amplifier nos expériences. Mais ça va toujours être pour ça. Puis quand on fait l'accompagnement de commerce, la technologie, c'est pas le pourquoi, c'est le comment. Pourquoi que cette technologie-là, c'est quoi son rôle, comment ça servir. On fait souvent l'inverse, malheureusement, on devient excité par le potentiel que la technologie fait, mais sans comprendre pourquoi on va l'intégrer. Donc j'espère, surtout si vous êtes des créateurs dans la salle, votre accompagnement va être vraiment important pour
recentrer le commerçant sur le pourquoi de la solution technologique, puis après ça, on peut l'amplifier. Et vous, Fadja, votre boule de cristal là, sur l'avenir, donc on se comprend, on parle beaucoup de la crise, elle est toujours là, donc évidemment, il va falloir vivre avec un certain temps. C'est quoi votre boule de cristal chez Chapefer? En fait, je dirais, je vais faire du pouce un peu sur ce qui a été dit. Oui, il y a des centres d'innovation qui font des trucs complètement pétés. Je pense pas que c'est accessible pour le commerçant moyen d'avoir une expérience artistique qui a là qu'avec ton téléphone. Là. Ben, pas que peut-être, oui, dans le fond. Mais déjà que la friction pour adopter ces technologies-là, elle est difficile. Si on se concentre un peu sur ce qui est déjà là, qu'on a tendance parfois à oublier, quelque chose aussi banal que de consulter son cellulaire puis le site web de l'entreprise dans laquelle on est physiquement. T'sais. On a tous déjà fait ça à la quincaillerie, chercher une pièce en particulier pour pouvoir... parce que la description qui est écrite là, sur la petite boîte laisse passer. T'sais. Puis ça, la conception du site web de online store, souvent... les gens ont tendance à oublier le contexte d'utilisation de ce site web-là, puis des fois, puis même souvent, c'est en présentiel. Fait que, juste adapter simplement ça, c'est super accessible pour le commerçant moyen là, de repenser l'expérience de son site web, non pas avec quelqu'un qui est sur son ordinateur à la maison, mais aussi quand il est physiquement là, dans mon commerce, là, puis qu'il consulte mon site web, c'est quoi son expérience. Fait que ça, c'est quelque chose de super accessible qui demande juste aux commerçants de repenser leur expérience. Je suis d'accord aussi que cette espèce de barrière entre le numérique et le physique, je pense qu'on a tous hâte qu'on arrête de faire cette distinction-là parce que ça va être juste du commerce. C'est ton commerce physique devient du marketing pour ton commerce en ligne, puis ton commerce en ligne devient du marketing pour ton commerce physique. Avec tes réseaux sociaux, tu arrives à générer des transactions, puis tu sais, cette vision intégrée. Oui, c'est ça, cette vision plus intégrée, là, je pense que ça va être un des éléments le plus souhaitable à avoir. J'espère de tout mon cœur que les entrepreneurs sont devenus tech-savvy à cause de la pandémie, puis qu'il ne faudra pas un autre grand coup de pied pour pouvoir les remotiver à aller explorer cette technologie-là, mais qu'au contraire, ils ont vraiment vu la valeur d'être sur le edge là, des technologies plutôt que d'être on a toujours fait ça papier, puis la téléphonie, ça fait la job. Si vous voulez bien la part pour le mot de la fin, James, il vous revient. Donc, vous avez convaincu vos associés qu'il fallait avoir des techs, vous avez monté votre site Shopify. On comprend la fin de la saison estivale, c'est quelque chose pour les restaurateurs qui est difficile, un moment difficile, on peut comprendre. Comment vous voyez la suite chez vous? Mais j'espère que la pandémie va être temporaire, va pas durer plus que, on va dire 18 mois, mais qui sait. Mais ça, à part, je pense qu'il faut prendre une vision un peu plus globale de l'affaire. Et dans notre business, le physique est primordial. Puis justement, on peut l'utiliser pour promouvoir d'autres produits qu'on peut vendre en utilisant les plateformes numériques. Ça va impliquer une diversification de notre offre et pour qu'on repense à d'autres produits qu'on peut vendre soit en magasin ou soit en ligne. Et ceux qui vont trouver du succès vont devoir faire ça. Ça va être une nécessité pour survivre la pandémie, d'avoir d'autres offres que juste dans la salle à manger. Mais de ce que je vois par après ça, on n'avait pas besoin nécessairement de la numérique. On avait pour livrer notre produit en salle pour notre espace physique. Où ça va vraiment nous aider, c'est du côté B2B, puis côté administratif. Parce que c'est là où je vois que non seulement notre entreprise, mais beaucoup de nos amis dans la même industrie, ils perdent tellement de temps, ils perdent tellement d'énergie, c'est de faire des choses à la main quand tout est numérisé. Puis également, juste la relation client-fournisseur, si ça peut être optimisé et ça peut tout existe pour faire ça. C'est ça l'affaire. Comme Carl mettait le point.
ça existe déjà. C'est juste d'embarquer également pour les clients, mais aussi pour des fournisseurs. Parce que c'est pas juste avoir une belle présence, c'est aussi ce qu'on appelle le back-office, qui souvent sont des technologies, excusez-moi, qui ne sont pas sexy, mais qui livrent une expérience finale que le consommateur ne voit pas, mais qui, quand on parle de logistique, on est beaucoup dans cette technologie-là. Souvent, les meilleures technologies, c'est ceux qu'on ne voit pas. C'est ceux qu'on ne voit pas, effectivement, qui livrent justement une expérience qui est conveniente, agréable et tout. Donc, merci beaucoup de votre participation, vos commentaires, vos points de vue. J'espère que la discussion vous a été utile et agréable et qu'on vous a amené une autre perspective qui pourra, dans votre secteur des industries créatives et culturelles, influencer certaines de vos décisions.